تحل ذكرى ثورة الملك والشعب. هذه الثورة التي قادها بمعيتك في كفاح مرير لتحرير المغرب واسترجاع استقلاله جدنا المنعم مولانا محمد الخامس قدس الله روحه. لم يجد الاستعمار غير التآمر على الشرعية، وطلب من رمز الأمة أن يتنازل عن العرش أو ينفى خارج البلاد. Le roi était notre tête. D'ailleurs, l'enlevé, on se sentait complètement sans tête, décapité. Voilà le mot. Et on savait quoi faire. En 1953, j'ai vu un peuple absolument abasourdi. Et le crime a été d'autant plus ressenti que c'était le jour du 5e commandement de l'islam. C'est le pèlerinage. Le culte de Mohammed V était tel que les gens ont aperçu son image dans la lune. La déportation de Sa Majesté Mohamed V provoque une violente crise dont l'issue sera la fin pure et simple du régime du protectorat français au Maroc. Pour comprendre la reconquête de l'indépendance, il faut retracer la vie et le règne de Mohamed V. En 1912, le protectorat est imposé. Il est combattu dès les premières heures de son établissement. L'armée française, puissamment équipée et disposant d'artillerie lourde et d'aviation, mettra 22 ans pour venir à bout de la résistance armée. Ce qu'on a appelé pudiquement la pacification du Maroc coûtera la vie à des milliers de Marocains. Le traité du protectorat permet à la France, puissance protectrice, d'exercer un contrôle sur le royaume qui gardera ses institutions propres. Désigné premier résident général, Lyautey, qui éprouve un respect pour l'islam et subit le charme du Maroc, conçoit son rôle comme celui d'un grand frère ou d'un tuteur bienfaisant. À la mort de Sa Majesté Moulay Youssef en 1926, la succession au trône n'était régie par aucune loi. Le résident général Théodore Steg favorise le choix de Sidi Mohamed, le plus jeune des 3 fils, âgé de 17 ans, le plus docile, croit-il. Juste après son intronisation, le premier discours de Mohamed V a fait naître en nous un immense espoir. Il promettait un Maroc nouveau suivant 2 critères. D'abord, préserver l'identité et les traditions marocaines. Ensuite, s'ouvrir à la civilisation moderne. Ce furent des paroles d'espoir pour les jeunes que nous étions. Mohamed V qui était monté sur le trône avec beaucoup de timidité et apparemment comme un personnage peu dangereux pour le système, pour le pouvoir français, qui est un homme intelligent, très fin, qui voit ces jeunes gens qui commencent à le circonvenir et qui subit leur influence et qui se dit, qui est un homme fier, intelligent, et qui se dit mais pourquoi ne serais-je pas le leader de ce mouvement de rétablissement de mon pays, du Maroc, au plan international. Appliquant le principe divisé pour régner, les autorités du protectorat ont cherché dès le départ à séparer les Arabes et les Berbères. Le décret du 16 mai 1930, plus connu sous le nom de Daïr berbère, sur l'organisation de la justice, est le couronnement de cette politique. Quand le décret berbère a été promulgué par les autorités du protectorat, les jeunes nationalistes se sont tout de suite élevés contre cette politique que nous avons rejetée comme étant colonialiste et raciste.
C'est à propos du Daïr berbère que les pères de l'indépendance marocaine, les Balafrège, les Halal El Fassi, ont senti que la France était en train de les traiter d'une façon impériale. Et non pas en protectrice, mais en puissance impériale. Et là c'est un moment très important. Le sultan lui-même, on ne le voit pas beaucoup à cette époque-là réagir ou agir, mais c'est autour de lui que va se coaguler la colère nationaliste marocaine. Mohamed V était notre recours. Des délégations de jeunes nationalistes le voyaient constamment. Je me souviens que lorsque la délégation de Fès lui a présenté un mémoire sur la situation du protectorat, Mohamed V a été très ému, au point que ses yeux se sont remplis de larmes. Cela nous a beaucoup touchés, et je crois que c'est à partir de cet événement qu'une relation très forte s'est nouée entre Mohamed V et nous, les jeunes. L'Union nationale a commencé à faire célébrer la fête du trône. La fête du trône était devenue une occasion pour faire connaître le roi, afficher son image, le faire applaudir et populariser l'idée nationale et son symbole, qui était le symbole de la souveraineté marocaine, qui était le roi. Mohamed V est venu à Fès dans ces circonstances. Il a reçu d'une façon extraordinaire. Et je me souviens, il était sur son cheval, et les Français se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ils lui ont obligé de se rendre à Rabat dans les meilleurs délais. Et c'était pour ça qu'il est parti à Rabat un peu, parce que les manifestations politiques commençaient à prendre des proportions inadmissibles. L'autorité occupante, naturellement. Le résident général tente d'isoler Mohamed V en lui affirmant que les jeunes nationalistes ont le dessein d'instaurer un régime républicain. Mais le jeune roi suit avec beaucoup d'attention les leçons sur la renaissance de l'islam que donne Halal El Fassi à l'université. L'administration française ne nous permettait plus d'entrer en contact avec Mohamed V. Elle avait élevé un rempart entre lui et nous. Elle nous accusait de protester sans raison et de n'avoir aucun programme constructif. Nous avons été obligés de présenter par écrit un plan d'action concernant les réformes que nous voulions voir réalisées. Ce programme, nous l'avons appelé « Plan de réforme marocain ». Le plan de réforme qui est, aux yeux des nationalistes, une revendication demandant l'application du protectorat. Parce qu'au début, il ne s'agissait que de l'application des réformes auxquelles la France était engagée. Mais ce plan de réforme a été présenté à Sa Majesté, qui elle-même l'a présenté aux autorités françaises. Elle n'a reçu aucune réponse. Il y eut des manifestations, des heurts et bien sûr des arrestations. Nous avons été jugés et condamnés de 1 à 2 ans de prison. Et je cite le cas d'Halal El Fassi, qui dut subir un exil de 9 ans au Gabon. Ceci seulement pour avoir osé réclamer des libertés publiques. En septembre 1939, Mohamed V fait lire dans les mosquées la proclamation suivante. La France prend aujourd'hui les armes pour défendre son sol, son honneur, sa dignité, son avenir et le nôtre. Nous devons être nous-mêmes fidèles au principe de l'honneur de notre race, de notre histoire et de notre religion.
À partir de ce jour et jusqu'à ce que l'étendard de la France et de ses alliés soit couronné de gloire, nous devons lui assurer un concours sans réserve, ne lui marchander aucune ressource et ne reculer devant aucun sacrifice. Il entraînera derrière lui toute la nation marocaine jusqu'aux nationalistes les plus intransigeants. Par milliers, les soldats marocains affronteront l'ennemi commun. Il faut dire qu'à ce moment, au moment de la guerre et de la défaite française, les Marocains, les dirigeants marocains, le peuple marocain s'est conduit avec une loyauté admirable, qui n'ont aucunement cherché à tirer parti de l'effondrement de l'État français, n'est-ce pas? En partie grâce à Noguès, c'est vrai, qui a réussi à être la France au Maroc. Mais enfin, je crois qu'il faut rendre hommage au caractère chevaleresque des Marocains, qui n'ont pas voulu profiter de la défaite pour se dégager. Bon, quand le Franklin Roosevelt vient à Casablanca, là, Mohamed V, c'est avec l'homme qui est en train de libérer la France qu'il passe une sorte de pacte non dit, mais qui est très important. C'est vrai que lui qui est poussé par les jeunes gens de son entourage à revendiquer, ce qui est tout à fait normal, l'indépendance marocaine, que promettait Lyautey depuis des années, depuis 12 et depuis 25, n'est-ce pas? Et là, l'homme le plus puissant du monde, le président des États-Unis, lui dit mais vous devriez revendiquer l'indépendance, et nous vous aiderons. Bon, alors là, il ne peut pas ne pas aller dans ce sens-là. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait... Il est patriote marocain à la fois, et avec le soutien de la plus grande puissance du monde. Ça, c'est un moment capital. Les Juifs avaient besoin de la protection royale sous Vichy. Ils ont eu besoin de la protection royale du temps du protectorat français, où malheureusement, c'est très désagréable à dire, mais beaucoup d'entre eux, je ne dis pas tous, heureusement, il y avait quand même des intellectuels, il y avait des gens de grand esprit qui n'étaient pas des racistes, mais malheureusement les colons, malheureusement les petits blancs étaient racistes. Ils l'étaient à l'égard des Juifs comme ils l'étaient à l'égard des musulmans. Et donc les Juifs se sont trouvés à un moment donné, si vous voulez, des gens diminués, des sujets diminués, que le roi a tenu à protéger, et il l'a démontré aux Allemands comme aux Français. Les Juifs sont, dit Mohamed V, sont mes sujets comme les autres. Et bon, moi j'ai connu beaucoup de Juifs marocains qui se sentaient les sujets du roi et qui ont servi le roi avec beaucoup de... Jusqu'à notre ami Azoulay, qui a été le plus proche conseiller de Hassan II jusqu'à la fin, mais auparavant des hommes comme Meyer Toledano ont été les grands hommes des finances marocaines au début de l'indépendance. La communauté juive marocaine a été convenablement respectée dans son ensemble par le roi, et elle a été très loyale à l'égard du roi, même si beaucoup sont partis pour Israël, mais ça c'était leur... Bon, ils ont fait des choix qu'ils ont faits. Les jeunes Marocains se rendent compte de la ségrégation dont ils sont victimes et des privilèges dont bénéficient les Européens pour accéder aux fonctions dirigeantes. Les nationalistes décident de s'aider eux-mêmes en constituant un nouveau parti qui, par son nom, brise les cadres étroits du protectorat. Le parti de l'Istiklal ou parti de l'indépendance. Désormais, les jeunes dirigeants nationalistes ont un mot d'ordre, l'indépendance avant toute chose. Quand toutes les activités des partis politiques, etc., pour appliquer le protectorat, etc., sont rendues et devenues inutiles, nous dit qu'il n'y a qu'un seul moyen, il faut en finir avec ce protectorat. Et l'idée d'indépendance est née dans notre... Nous avons commencé à la préparer. Nos amis de Rabat se sont mis d'accord avec Sa Majesté sur les grandes lignes de cette demande. Ils nous ont avertis à Fès et à la maison de Cheikh Ahmed Moukhouar. Il nous a chargé, parmi et moi, de rédiger le manifeste. Le manifeste de l'indépendance ne se limitait pas seulement à réclamer l'indépendance du Maroc. Il était important pour nous de signaler que notre pays avait toujours été libre et souverain. Nous voulions souligner que c'est plutôt le protectorat qui n'avait pas rempli son rôle. Un deuxième point que nous souhaitions appuyer